Donc, je m'appelle Joseph Schmidbil, je suis traducteur, je travaille sur 3 langues dans toutes les directions, c'est-à-dire le français, l'allemand et l'alsacien. J'ai beaucoup travaillé pour le théâtre, j'ai également écrit un livre récemment, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, et en gros, voilà ce que j'ai à dire sur moi pour me présenter. Il y a toutes les questions, c'est lié, hein, les questions liées à l'histoire, au Saint-Empire, l'appartenance de l'Alsace au Saint-Empire. Quoi d'autre? L'assassinat de Karl Rose par la justice française. Karl Rose était un leader autonomiste alsacien de l'entre-deux-guerres. Et il était membre il était cofondateur d'un petit parti qui s'appelait la Landespartei. Et donc il était actif en politique jusqu'à, on va dire, 35, 36, et puis il a perdu tous ses... petit à petit, il n'a plus eu de mandat, et donc il était en fin de carrière politique, quoi. Il s'est replongé dans sa grande passion qui était le dialecte alsacien, puisqu'il avait fait je crois, un doctorat avant la Première Guerre mondiale sur les mots étrangers dans le dialecte alsacien. Et donc il s'est remis à faire des conférences et à publier des petits bouquins donc, dans les années 38-39 par là. Et la justice française, la justice militaire française a profité d'un décret de 1938 qui décidait qu'en matière d'espionnage, ce n'était plus à la justice de prouver la culpabilité d'un homme, mais c'était à l'accusé de prouver son innocence. Donc, en fait, une infraction terrible aux règles élémentaires de la démocratie, quoi. Et donc, ils ont coincé Ros en l'arrêtant et en le coinçant avec son assistant qu'ils ont retourné, en affirmant qu'il avait espionné au profit de l'Allemagne. Il y a eu tout un micmac aussi avec une photographie qui a été faite de lui. Et donc en fait ce sont les deux éléments, c'est-à-dire un faux témoignage et une photographie trafiquée. Et avec ces deux éléments, plus un procès qui a eu lieu en 4 jours au mois d'octobre 1939, c'est-à-dire en pleine guerre, à Nancy, au moment où, on va dire, la moitié de l'Alsace était évacuée, où tout ce qui pouvait être témoin à des charges avait d'énormes difficultés à se déplacer jusqu'à Nancy, où il devait y avoir 3 avocats, mais finalement il n'y en a eu qu'un seul qui a pu venir, où les rares témoins à des charges qui sont venus devaient craindre eux-mêmes pour leur liberté. Notamment, il y avait l'abbé Gromer, qui avait été président du Conseil général, qui est venu l'aider. Mais bon, tout ça n'a pas suffi. Il a été condamné à mort. Et il a été exécuté début février 1940, donc avant l'arrivée des Allemands, au mois de mai-juin, quoi. Et donc voilà, après, et ça je l'ai publié dans mon livre, la chancellerie, enfin le Reich, quoi, a écrit au chef de l'administration civile en Alsace. Écoutez, le Führer trouve que ce serait une bonne idée de ne plus traiter Ros comme un autonomiste alsacien, mais de dire de lui que c'était un combattant de la cause allemande. Et donc, du coup, la place Kléber est devenue la place Karl Rose. Il y a eu plein de villes en Alsace qui sont devenues des rues, des boulevards en Alsace, qui sont devenus des Karl Rose Straße, etc. Et donc, il y a d'ailleurs un buste qu'on peut voir toujours aujourd'hui au musée historique à Strasbourg, un buste de lui. Et donc il y a eu tout un culte qui a été fait autour de ce gars qui ne correspond en rien à sa réalité. Sa réalité, c'était un petit homme politique alsacien qui a été instrumentalisé. Et après 1945, et toute l'épuration, l'hystérie, etc., il était impossible de le ramener à sa véritable dimension. Et aujourd'hui, il y a même un roman qui est sorti, qui soi-disant... est basé sur sa vie, mais qui raconte n'importe quoi. Et surtout, il y a une photo qui est toujours diffusée, qu'on peut trouver sur le net, et clairement, on voit que c'est pas lui, quoi. C'est une photo d'un homme en uniforme militaire allemand qui tend le bras, qui fait le salut nazi. Et il est évident que ce n'est pas lui, quoi. Immédiatement après la guerre de 14-18,
Il y a eu un petit groupe qu'on a appelé les neutralistes, qui étaient pour l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils voulaient mettre fin à cet éternel passage d'un pays à l'autre. Et ils se sont dit, le mieux, ce serait que l'Alsace devienne indépendante, liée à l'Alsace-Lorraine, donc l'Alsace-Moselle, hein, donc liée à la Suisse, au Luxembourg et au Benelux, on va dire. Ça aurait fait une sorte de... sinon une fédération, du moins une série de pays qui auraient séparé définitivement la France et l'Allemagne. Il n'y aurait plus de frontières communes. Et donc, voilà, enfin, c'était ça l'idée de ces gens-là. Ils ont été immédiatement arrêtés, immédiatement. Donc, en partie, certains ont dû fuir, sont partis en Suisse. Ceux qui sont restés en Alsace ont été arrêtés pour mener Bochic ou que sais-je. Et donc la justice a laissé passer les élections. Il y a eu les premières élections avec la fameuse assemblée Bleu Horizon. Et une fois que les élections étaient passées, ils les ont libérés pour non-lieu en disant qu'ils avaient finalement rien du tout contre eux. Et donc les gars sont partis. Puis après, l'autonomisme a vraiment commencé, enfin le mouvement a vraiment commencé après 24, après les déclarations de Herriot sur l'Alsace, quoi. Le procès de Colmar, c'est un procès pour complot contre l'État. C'est-à-dire que c'est une accusation extrêmement grave. C'est-à-dire que si... l'État ne rigole pas avec ces choses-là. Si on arrive à démontrer l'existence d'un complot, c'est-à-dire que des gens qui veulent vraiment renverser la République, ces gens-là, ils vont pour très longtemps en prison. Ce sont des peines extrêmement lourdes. Ou alors on n'arrive pas à démontrer le complot, et à ce moment-là, les gens, on les libère. Donc il y a une quinzaine d'accusés qui sont complètement hétéroclites. À noter que tous ces gens-là n'ont aucune activité à Paris, concrètement. Or, quand il s'agit d'un État comme la France, faut m'expliquer comment un gars qui ne va jamais à Paris et n'a aucun lien à Paris va renverser la République, puisque la République, elle est centrée à Paris. Et donc, effectivement, pendant ce procès, la démonstration ne sera pas faite. La preuve du complot ne sera pas faite. Mais par contre, pour les personnalités les plus importantes, à savoir Ricklin et Rosset, qui sont des élus, qui sont députés, ils obtiennent une interdiction d'élection. Je crois, ils ont eu une année, enfin, des condamnations ridicules, quoi. Donc, une opération qui, en elle-même, est complètement incohérente, quoi. Mais très logique du point de vue du pouvoir. À savoir, le but était de faire taire et de couper, de faire cesser le mouvement autonomiste. Il faut bien voir. Le parti le plus important en Alsace, entre les deux guerres, c'est l'UPR. C'est le parti catholique. Et ce parti, à la base, réunit tous les catholiques. Parmi eux, il y a des nationalistes français, des francophiles et des autonomistes. Ce qui les relie, c'est le catholicisme. Petit à petit, dans ce parti, la branche autonomiste va prendre le pas, avec des gens comme Képy, Ricklin, Hegyi, qui aura encore une grande influence, même s'il n'est pas dans le parti. Les autonomistes vont prendre de plus en plus d'importance, aussi du fait on parle souvent de maladresse, moi je ne parle pas de maladresse, en fait, de l'agressivité de la France vis-à-vis de la culture alsacienne. Et donc ces gens-là prennent le pas, mais il y a également des gens qui ne sont pas, qui sont pas religieux. Il y a d'une part, il y a Camille Dallet, qui est un franc-maçon d'ailleurs, et qui sera député de Saverne, et qui est élu grâce aux voix de l'UPR, c'est-à-dire qu'ils lui mettent à Saverne, ils lui mettent personne dans les pattes. Il arrive à s'entendre avec les gens de l'UPR, mais toujours en restant strictement laïque. Et puis il y a un tout petit parti qui s'appelle la Landespartei, qui va avoir un certain nombre d'élus à Strasbourg, plutôt dans le Bas-Rhin, qui est vraiment, c'est entre 5 et 10% de la mouvance, et ces gens sont plus radicaux. Et effectivement, dans leur programme, il y a des similitudes avec ce que le Parti national-socialiste peut proposer en Allemagne. Et il est vrai que, donc, effectivement, Karl Roos en fait partie, mais lui, effectivement, il sera mis à mort, assassiné avant juin 40. Et il y a évidemment les éléments les plus radicaux de ce parti-là qui vont
on va dire, ils vont accepter des postes, quoi. Le plus élevé qu'ils auront, c'est l'équivalent de sous-préfet, quoi. Ce sont des Kreisleiter, etc., quoi. Et donc, eux, effectivement, ils se compromettent. Mais comme je l'explique dans mon livre aussi, parce que là, j'ai un chapitre, enfin une question sur régionaliste, autonomiste, indépendantiste, etc. Je fais la différence entre nationaliste et autonomiste, quoi. Un autonomiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut, pour sa région, un parlement, finalement. Il veut pouvoir, pour toutes les questions qui concernent sa région, que les décisions soient prises chez lui, quoi, un peu sur le modèle suisse. Et le principe national-socialiste, pour un national-socialiste, le seul qui peut prendre les décisions, c'est le Führer, quoi. C'est un gars, tout repose sur un gars. Donc les deux idées, pour moi, sont complètement antinomiques. On ne peut pas être autonomiste et national-socialiste. Et quand on passe de l'un à l'autre, on renie l'autre. Ces gars-là qui ont accepté de suivre le mouvement, ils ont renié, pour moi, ils ont renié leur foi, quoi. Et moi, je ne peux plus les appeler des autonomistes. Ce sont des ex-autonomistes. Ils l'étaient dans les années 30, mais à partir de 40, ils ont changé de cap. Et ils sont, d'ailleurs, la plupart de ceux-là ont disparu après la guerre. C'est-à-dire qu'après 45, la plupart, ils sont restés en Allemagne. On les a plus revus. Le plus souvent, ils ont été condamnés à mort par contumace. Bon, il y en a un qui s'est fait avoir. Et c'était Maurer. Personnellement, je suis persuadé que c'était pas le pire. Je pense que c'était pas. Je le vois pas comme un salaud, Maurer. Mais bon, lui, il est resté là. Il a été pris et ils l'ont fusillé, quoi. Mais par exemple, les gens de l'UPR, par exemple, eux, ils n'ont pas fui. Ils sont restés. Ils ont fait face et ils ont payé lourdement. Hein, ils ont payé chèrement. Ils se sont retrouvés en prison. Ils ont eu des amendes. Enfin, c'était très dur, quoi, pour eux. Donc, cet amalgame qui a été fait à partir de 1945 est évidemment très pratique pour le pouvoir parisien, bien sûr, parce que ça jette le discrédit sur les autonomistes, mais c'est une façon de voir qui ne résiste pas à 5 minutes d'analyse. Par exemple, il y avait les deux députés, juste avant la guerre, les deux députés les plus populaires, c'était Rosset et Sturmel. Et la presse gouvernementale annonçait que ces deux hommes allaient être, si l'Allemagne gagnait la guerre, c'est eux qui allaient être Gauleiter et Vice-Gauleiter. C'est comme ça qu'ils les présentaient, Gauleiter et Vice-Gauleiter. Et je suis tombé récemment sur des écrits, ce qu'on appelle les Tischgespräche de Hitler, où à un endroit, il explique ce que c'est qu'un Gauleiter. Selon lui. Et donc ce sont les paladins, quoi, les fidèles absolus de la première heure, quoi. Et l'idée que Rosset et Sturmel puissent être des Gauleiter de Hitler est absolument ridicule. Ce sont des catholiques, tous les deux, qui, dans leurs publications, dans les articles qu'ils ont écrits, dans les années 30, ont exprimé leur rejet de ce système. C'est absolument inimaginable que ces gars puissent être nommés Gauleiter en Alsace. Or, c'est de ça que les accuse la presse gouvernementale à ce moment-là, quoi. Qui est complètement incohérente, quoi. C'est de la pure propagande. L'Alsace, elle a quand même 7 siècles d'appartenance au Saint-Empire. Et la francisation, elle commence dès l'arrivée des Français, dès la première annexion, très sanglante, sous Louis XIV. Donc évidemment, le français rentre dans la société par le haut, par tout en haut, par la noblesse et la haute bourgeoisie. Et ça se passe par étapes, en fonction des moyens. C'est clair qu'au début, même au moment de la Révolution, le pays, la France n'a pas les moyens de développer une école. Je crois, à l'époque de la Révolution, on estime à 30 à 40% de Français parlaient le français, quoi. Et donc, évidemment, en Alsace, le français, c'est une langue complètement étrangère. Et au fur et à mesure du 19e siècle, après le retour des rois, après Napoléon, petit à petit, l'Alsace se francise de plus en plus.
Et là, ça commence avec la bourgeoisie. Hein. C'est la bourgeoisie qui est de plus en plus francisée, jusque dans les années 1860, où là, ça devient sérieux. Pour la première fois, il y a des salles d'asile partout. Donc, on accueille, ça c'est une grande expérience de la France, hein, les petits-enfants dans ce qu'on appelait à l'époque les salles d'asile, qu'on appelle aujourd'hui les maternelles en fait. Il y a des lois qui disent, bon, maintenant, les personnels de ces salles d'asile doivent accueillir les enfants en français et uniquement en français. Et en fait, 1860, c'est la première, enfin, les années 1860, c'est la première fois que le français touche toutes les couches de la population alsacienne. Donc, pour moi, c'est plus voilà la première étape. Mais tout ça, toute cette francisation, moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, je suis traducteur, moi, je suis très attaché aux langues. Moi, j'adore le français, j'adore l'allemand et l'alsacien. Moi, ce qui me pose problème, c'est un système politique qui est intolérant et qui, pour moi, est insupportable dans la mesure où il prône sans cesse l'ouverture, l'égalité, la fraternité, etc., et qu'il écrase les cultures de sa propre diversité. La France est un pays multiethnique. Le coup de la nation une et indivisible, moi ça me fait rigoler, quoi. Donc le français ne me pose aucun problème. Ce qui me pose problème, c'est ce refus catégorique de laisser vivre les cultures qui sont différentes. Ça, c'est aussi un élément de mon livre. Le français, le citoyen français, a un espace de racisme absolument libre et où il n'a aucun problème, c'est tout ce qui concerne les identités régionales. C'est même dans la loi française. Et ça, je le lis et je l'ai fait imprimer dans mon livre. La phrase « Les Alsaciens sont tous des rats » qu'il convient d'éliminer le plus rapidement possible. Cette phrase, je peux l'exprimer, je peux le passer à la télé, je peux la dire sur la radio. Cette phrase, du point de vue du droit français, elle n'est pas condamnable. Et c'est pareil pour les Bretons, c'est pareil pour les Occitans, etc. C'est un espace, pour moi, de racisme absolu et complètement hallucinant. Mais c'est dans la loi, c'est inscrit dans la loi, c'est comme ça, on peut le dire, on peut le faire. La réponse de la justice française, ce sont des notions géographiques, ce ne sont pas des notions humaines, c'est pas humain. En démocratie, on peut lancer des idées, on peut dire, effectivement, on va créer un grand Est, mais à ce moment-là, on consulte les gens, soit on consulte les élus, soit on consulte la population. Or, ça n'a pas été fait. Je constate, et là pour dire que je suis un vrai démocrate, il y a eu ce fameux référendum que j'évoque également dans mon livre et que je trouve pourri, mais bon, où pour la première fois on a demandé aux Alsaciens est-ce que vous voulez réunir le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. C'était en 2013, et selon les critères pourris qui ont été fixés, donc les Alsaciens ont soi-disant répondu non. Mais bon, dans les urnes, il y a quand même 255 000 oui et 170 000 non, et c'est le oui qui l'emporte. Bon. Mais bon, on dit que donc, les Alsaciens ont rejeté la proposition de fusion des deux départements. Or, maintenant, il y a des négociations pour remettre ces deux départements ensemble. Et de nouveau, sans consultation. C'est-à-dire que de nouveau, on a des politiques, des élus qui ignorent la voix du peuple. Il y a une culture du référendum qui est inexistante en France en général, bon, en Alsace en particulier, mais un référendum comme en Suisse, c'est quelque chose qui ça doit prendre énormément de temps, au moins 6 mois. Il faut qu'il y ait, en plus maintenant on a les moyens, il faudrait des chaînes dédiées avec des gens qui parlent de ça, des intellectuels, des artistes, de tout, pour que les gens aient le moyen de s'informer et que fassent du battage autour. Et surtout, l'autre problème que j'évoque, c'est comment faire fonctionner une démocratie dans un pays, une région, pour moi, où les gens sont privés de leur histoire depuis 70 ans, quoi. Ils connaissent pas leur histoire. Ils connaissent pas leur histoire, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas l'histoire de la langue. C'est vachement difficile. Comment veux-tu décider en connaissance de cause? Quel que soit le sujet, d'ailleurs, hein, je sais pas. Est-ce qu'on peut voter sur tout, tu vois? Je sais pas si moi je me sentirais, par exemple, l'euthanasie, tu vois. Moi, je
j'ai pas vraiment de position par rapport à l'euthanasie, tu vois. Je peux pas être radical et si on m'appelait à voter dans un référendum pour ou contre l'euthanasie, franchement, je serais bien embêté parce que je trouve que, en plus, c'est un sujet super délicat où je ne sais même pas si une loi peut régler le truc. Mais il faut, en tout cas, il faut se renseigner. Là, par exemple, j'évoque volontairement la création du Bade Wurtemberg dans mon bouquin. Bah, la création du Bade Wurtemberg, c'est pareil, hein, puisqu'il y avait donc deux pays, deux landes qui ont été reliés. Et le sud du pays de Bade a voté contre, dans un premier temps. C'était clairement contre. Mais l'immense majorité des deux autres, du pays de Bade et du Wurtemberg a voté pour. Et donc ils l'ont fait. Et les Badois du Sud, ils ont épuisé tous les recours et ils ont eu le droit de voter une nouvelle fois, je crois, 15 ans plus tard. Ils ont pu voter à nouveau, et à ce moment-là, il y a eu une majorité pour le Bade Wurtemberg. Bon, surtout qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient rien culturellement, que c'est une réussite absolue, hein, je veux dire, économiquement. Le Bade Wurtemberg, avec la Bavière, c'est un des pays les plus riches d'Europe. Donc, forcément, ça marchait, et comme dit, culturellement, ils perdent rien. Et surtout, le Bade Wurtemberg est divisé en districts, et chacun de ces districts a plus de pouvoir et plus de budget que l'Alsace ne pourra jamais en rêver dans le cadre français. C'est pour ça que, après avoir été longtemps autonomiste, je me considère aujourd'hui comme je suis un indépendantiste. Je suis un indépendantiste alsacien, quoi. Auprès de l'ONU, le Sud-Tyrol était sous la protection, entre guillemets, de l'Autriche, qui d'ailleurs a fini par dire c'est fini, nous n'avons plus de contentieux avec l'Italie, puisque l'Italie a accordé l'autonomie au Tyrol du Sud. Et c'est vrai que, de ce que j'en sais, la majorité des Tyroliens du Sud sont très contents de leur situation, puisqu'ils ont un parlement, puisqu'ils ont leur liberté. Et franchement, si j'étais dans cette situation-là en Alsace, moi je serais heureux, hein, ça ne me poserait aucun problème, quoi. Ce qu'il y a, c'est que moi, personnellement, j'ai abandonné tout espoir de demander quoi que ce soit à la France. Je n'attends, mais alors strictement plus rien de la France. Ni des politiques alsaciens, je n'attends plus rien de ce pays-là, parce qu'il n'y a rien à en attendre, quoi. Et donc, je suis indépendantiste sans parti, j'ai pas de parti, parce que je crois pas non plus, bon, je suis individualiste, et je crois pas au combat dans les partis, même si je suis sympathisant d'Unserland, parce que je les connais tous, enfin je connais pratiquement toute la direction de Unserland. Et tout ça est très sympathique, quoi. Je me fais aussi aucune illusion parce que j'ai un peu quand même un intérêt pour la géopolitique au niveau mondial, et je vois bien comment ça se passe et comment les choses se déroulent, et je vois bien que l'indépendantisme alsacien, ça relève de l'utopie, quoi. Mais j'estime que la chose doit être dite. Qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient là et qui le disent et qui l'expriment clairement, parce que ça fait partie de la vie démocratique, tout en étant... ça aussi, j'en suis convaincu, hein, qu'il ne faut pas passer par la violence, quoi. Ça, c'est une erreur, enfin, surtout aujourd'hui, complètement, enfin, ça serait totalement contre-productif. Donc ça, je suis absolument contre. Je suis même pas favorable à la création d'un parti indépendantiste. Et je le dis aussi aux copains indépendantistes, hein, je suis pas pour, je suis d'avis que c'est plutôt Unserland qui devrait créer une branche indépendantiste au sein du parti. Ça, j'arrête pas de leur dire. Ils veulent pas s'y mettre. Ça serait la meilleure chose qu'ils puissent faire, parce que je suis sûr que dans les rangs d'Unserland, il y a beaucoup d'indépendantistes qui ne le disent pas, tout simplement. Mais je pense que ce serait une bonne chose, parce que la direction du parti pourrait dire, écoutez, en s'adressant à la France, pourrait dire, écoutez, nous, dans nos rangs, il y a un certain nombre d'indépendantistes. Plus vous restez butés, moins vous donnez de pouvoir à l'Alsace, plus les indépendantistes auront de poids dans notre parti. C'est clair. C'est logique, quoi. Et donc, voilà. Donc, un événement qui m'a fait énormément plaisir, le 11 novembre 2018, pour les 100 ans, pour les 100 ans de la fin de la guerre de 14-18, il y a un gars qui est monté sur la cathédrale et qui a planté un immense Rotonvis. Pour moi, c'était une divine surprise, parce que je sais toujours pas qui c'est, je sais pas qui c'est.
Ça veut dire qu'il y a des gens que je connais pas et qui sont attachés à ce sujet-là. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas une vision complète du mouvement et c'est très bien comme ça, quoi. Je veux dire, on est quoi moi, mon entourage, c'est quoi? C'est quelques dizaines, quoi, hein, peut-être une centaine de personnes, quoi, de gens que je pourrais classer dans cette catégorie-là, quoi, c'est tout. Voilà. Mais forcément, ça touche beaucoup plus de monde. Et je pense aussi que énormément d'Alsaciens ne peuvent pas le formuler, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas la connaissance, ils connaissent pas leur histoire, ils connaissent pas la langue, etc., etc., quoi. Je suis certain que si les impôts des Alsaciens restaient en Alsace, ce serait absolument viable. Parce que je vois pas pourquoi des Alsaciens doivent cofinancer des porte-avions, des sous-marins nucléaires, une armada nucléaire, des colonies à Tahiti qui coûtent un argent fou, qui sont juste des bases militaires. Il y a d'autres pays qui font la preuve, qui démontrent que le bilinguisme est possible, qu'on peut vivre dans une société où les gens parlent des langues différentes et que comment dire, l'État ou l'administration est là pour soutenir cette diversité et l'existence de ces différentes langues. Et on est face à un État, à Paris, qui est totalement contre ça, qui est totalement opposé à ça, malgré la volonté de la plupart des Alsaciens, quoi. Alors définir ce que c'est que la culture alsacienne, c'est infini, quoi. Ça remplit des bouquins entiers, quoi. Mais pour moi, le nœud, c'est quand même la langue, quoi. Parce que de la choucroute, je pense que, je sais pas, ces images, si des Alsaciens me voient dans 100 ans ou dans 200 ans, je pense qu'ils mangeront toujours de la choucroute, tu vois, et qu'on peut espérer qu'il y aura encore l'une ou l'autre maison à colombage, bien qu'elle disparaisse, hein. Je veux dire, faut savoir quand même que actuellement, il y a, je crois, en Alsace, 400 maisons, enfin une maison à colombage qui disparaît chaque jour. Alors quand tu sais ce que ça représente au niveau touristique, patrimoine, etc., ça aussi c'est du suicide, hein. Mais ça aussi, ça en fait partie de la culture. Mais voilà, quoi, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Moi, c'est surtout la langue, moi, je n'attends rien de la part des Allemands, et je n'attends rien de la part des Suisses. Tout ce que je leur demande, je leur dis de faites circuler l'info. C'est tout ce que... Soyez au courant, sachez-le. Sachez que ça existe. Sachez qu'il y a des indépendantistes en Alsace. Sachez qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout contents de ce qui se passe et qui sont contre Paris. Et que la politique de Paris, c'est une véritable saloperie. Quand je dis à un Allemand que 50 députés, en comparaison, je dis, imaginez les gars, 50 députés sociodémocrates à Berlin décident, un soir de juillet, qu'à partir de 2016, il n'y aura plus de Bade-Wurtemberg, il n'y aura plus de Bavière, ça sera une seule région collée ensemble. C'est de la science-fiction pour eux. C'est de la pure science-fiction. Pareil pour les Suisses. Donc eux, ils comprennent parfaitement la problématique. Donc ça, j'insiste là-dessus. S'il doit y avoir une évolution positive, un changement, une amélioration, ça ne peut venir que de l'Alsace. Il y aura aucune aide. Et ça, je l'évoque dans le bouquin aussi. Il n'y aura pas d'aide de Bruxelles. Bruxelles ne sera pas un soutien, ni de Luxembourg, ni de Suisse, ni de nulle part. C'est que les Alsaciens qui peuvent prendre cette décision-là, quoi. Ce que je dis, c'est que j'ai entendu récemment une remarque très intéressante. Demande à un Allemand de 1926 comment il imagine son pays dans 10 ans. Donc 1936. Et demande à un Allemand de 1936 comment il imagine son pays dans 10 ans. 1946. On a trois pays qui n'ont, mais alors, rien à voir les uns avec les autres. Ce sont trois choses complètement différentes. Donc, on ne sait pas comment va souffler le vent de l'histoire. Et donc, moi, j'agis en tant que militant. Je fais ce que j'estime être bon et juste, et j'agis en fonction de ma réflexion et aussi de ce que me disent mes tripes. Et le militant, il agit, quoi. Il fait, tout simplement. Et puis, en fait, peu importe ce qui arrive après.
j'essaye de me dire, voilà, j'ai fait un truc, j'espère que j'ai fait un truc juste. Est-ce que ça aura des répercussions? Je n'en sais rien. C'est une façon de semer des graines, on verra. Et j'ai l'habitude de dire, si on veut qu'il y ait de nouveau des flammes un jour, il faut entretenir des braises, quoi. Et voilà, quoi. C'est tout ce que je peux dire sur l'avenir. Ok.